Dans ce diaporama, nous allons aborder les examens complémentaires dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc tout d'abord, on va s'intéresser aux auto-anticorps avec les anticorps anti-CCP ou ACPA qui sont des auto-anticorps dirigés contre des protéines dont les résidus arginines ont été citrulinés par la peptidylarginine déaminase. Ces anticorps sont extrêmement spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde avec une spécificité de 95%, mais leur positivité est inconstante. La sensibilité, en effet, est de 60 à 75%. On dit bien que ces auto-anticorps sont spécifiques de l'APR, mais leur positivité n'est pas spécifique de la polyarthrite rhumatoïde et leur absence n'élimine donc pas le diagnostic. Le facteur rhumatoïde, quant à lui, est une immunoglobuline qui appartient aux immunoglobulines de la classe IgM et qui, en fait, a une activité anticorps dirigée contre des immunoglobulines animales ou humaines, cette fois de classe IgG. La sensibilité est plutôt bonne, entre 60 et 80%. La spécificité, en revanche, un petit peu moins bonne que celle des ACPA, qui varie là entre 65 et 80%. Ce facteur rhumatoïde est habituellement présent dès les premiers signes cliniques de la maladie. Il convient de s'assurer que les manifestations cliniques que sont la polyarthrite bilatérale et symétrique des petites et moyennes articulations n'est pas en rapport avec une autre maladie. En phase précoce avec une infection ou en phase plutôt d'état avec une connectivite, voire même en phase précoce avec une autre connectivite. La NFS va rechercher des anomalies des leucocytes. La leuconeutropénie ou la lymphopénie seront plutôt en faveur de lupus systémique ou d'une maladie de Sjögren. La présence d'une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, notamment en phase précoce, doit nous faire envisager un diagnostic d'infection dans un premier temps, et si infection il n'y a pas, un diagnostic d'arthrite microcristalline. La bandelette urinaire, à la recherche d'une protéinurie et d'hématurie, est très importante puisqu'elle oriente soit vers une néphropathie associée à une connectivite, vous l'avez peut-être déjà vu, le lupus, ou alors simplement à une vascularite dont la présentation clinique peut être une polyarthrite bilatérale et symétrique. Le dosage des transaminases est important puisqu'il faut rechercher une cytolyse hépatique qui pourrait orienter vers une hépatite virale en phase aiguë qui peut se présenter sous la forme d'une cytolyse et d'une polyarthrite aiguë ou alors vers une hépatite auto-immune ou associée à d'autres types de connectivites qu'il conviendra de rechercher. Les anticorps antinucléaires, anti-DNA natifs et les anticorps anti-ECT, ce qu'on appelle les nucléaires solubles, vont systématiquement être réalisés à la recherche d'une autre connectivite, notamment le Gougerot, pour les anti-nucléaires solubles, et puis le lupus, bien évidemment, pour les anti-DNA natifs. Toute articulation ponctionnale doit être ponctionnée. Il convient donc de faire une ponction articulaire et cette ponction articulaire aura pour but principal d'éliminer une arthrite septique ou microcristalline. La radiographie de thorax permettra de rechercher si oui ou non il existe un syndrome infectieux ou alors la présence d'anomalies pleuropulmonaires faisant évoquer une autre connectivite, pneumopathie interstitielle orientant éventuellement vers une sclérodermie. Et puis, elle servira aussi de bilan pré-thérapeutique puisqu'on doit la réaliser de manière systématique avant l'introduction du traitement de fond de choix dans la polyarthrite rhumatoïde qui est le méthotrexate. Les radiographies articulaires, vous pensez bien, on ne s'en passera pas, elles doivent rechercher les érosions marginales, des pincements diffus qui sont les pincements typiques que l'on retrouve dans la polyarthrite rhumatoïde et puis la présence d'une carpite, qu'on dit carpite fusionnante, comme on l'a déjà décrit ou comme on le décrira, sur les prochaines diapositives. Voilà une radiographie que l'on peut retrouver soit en phase précoce ou en phase d'état, où vous voyez ici des érosions au niveau des têtes métacarpiennes, la 4e et la 5e sur la radiographie tout à gauche, et puis la 5e ici sur la radiographie de droite, où il est marqué par ailleurs en bas que c'est une radiographie du pied gauche.
Les autres lésions que l'on peut retrouver à la phase d'état sont les pincements diffus qui sont entourés avec les ronds et puis la présence bien évidemment d'érosion marginale au niveau des têtes métacarpiennes. Et puis vous voyez cet aspect de coup de vent cubital qui correspond en fait à une luxation claire des phalanges proximales au niveau des métacarpophalangiennes. Vous retrouvez au niveau de la flèche verte une érosion en fait de la styloïde ulnaire qui a complètement disparu ici. Et puis vous voyez, ce n'est pas entouré, ce n'est pas encadré malheureusement, mais vous voyez que le carpe est extrêmement opaque, extrêmement dense et qu'on voit très peu les lignes interarticulaires du carpe. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'aspect de carpite fusionnante. En échographie, on recherchera en fait ce que l'on appelle des synovites avec un aspect hypoéchogène et très épaissi de la synoviale en regard de l'articulation comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche. Cet aspect hypoéchogène correspond en fait à de l'œdème. Tout ce qui est hypoéchogène en échographie signe en fait est un signal liquidien. Et puis, quand vous utilisez le mode Doppler, qui va permettre de rechercher l'hypervascularisation, je vous rappelle en fait que dans une arthrite ou dans une synovite, vous avez un phénomène d'hyperplasie synoviale, mais aussi un phénomène d'hypervascularisation. Et cette hypervascularisation, elle va être mise en évidence par le mode Doppler. C'est ce que vous voyez ici sur de nouveau la photo que j'ai mis en solo sur une diapositive, ce qu'on appelle l'hyperémie Doppler qui signe en fait une hypervascularisation et donc une hyperactivité de la maladie. Tous ces éléments cliniques biologiques vont vous permettre d'établir un score clinique que l'on utilise en pratique courante dans la polyarthrite rhumatoïde qui est le score DAS28. DAS pour Disease Activity Score, 28 pour les 28 articulations qu'il va concerner. L'objectif de l'examinateur est de recueillir le nombre d'articulations douloureuses à la palpation, le nombre d'articulations gonflées à la palpation, la douleur à rechercher à l'interrogatoire et enfin aux examens paracliniques, la recherche d'un syndrome inflammatoire biologique, soit avec la CAP, soit avec l'AVS. Quand vous aurez inclus l'ensemble de ces données dans un petit logiciel, celui-ci vous fera un calcul et vous donnera un certain nombre d'éléments qui correspondent en fait au score DAS28. Ce score vous permet de dire si oui ou non l'activité est en rémission, en activité faible, modérée ou forte, selon les différents résultats que vous obtenez et que vous devrez connaître. Les facteurs de sévérité de la polyarthrite rhumatoïde sont assez finalement logiques. Une maladie active avec un score qui est celui d'une activité modérée de manière persistante, est un facteur de sévérité. La présence de syndrome inflammatoire biologique intense, la positivité du facteur rhumatoïde et des ACPA est aussi un critère de sévérité de la maladie. Avoir déjà des érosions sur des radiographies en phase précoce, eh bien, ça signe clairement que la polyarthrite évolue très rapidement et que donc la pathologie est sévère. Et puis, la présence de manifestations extra-articulaires ou systémiques, on a bien vu que la pneumopathie interstitielle grève le pronostic vital d'un certain nombre de patients et qu'elle doit être recherchée de manière systématique dans la PR. Et enfin, quand vous avez des comorbidités cardiovasculaires, tumorales ou infectieuses, bien évidemment, rajouter une PR sur ces tableaux cliniques entraîne clairement un pronostic défavorable chez les patients.